Bien, donc on va continuer et on va essayer de répondre à la question pourquoi, pour cette molécule par exemple, nous avons deux signaux. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, que l'environnement de cette famille d'hydrogène bleu il y a l'oxygène et qu'autour de cette famille-là, il y a en plus de carbone qui est identique à celui-là, mais il est à côté d'un carbone sp2. Donc l'environnement électronique de cette famille, elle est là, différent de l'environnement électronique de cette famille qui est un carbone sp2. Donc cette molécule, bien sûr, soumise à un champ magnétique, on va avoir deux signaux parce qu'il y a ce qu'on appelle deux environnements différents. Donc il y a ce qu'on appelle des constantes d'écran, des constantes d'écran différentes au niveau de cette famille-là, bleue, et au niveau de celle-là. Donc ce qu'on va voir, c'est quel est le champ induit. Le champ induit, c'est le champ induit par l'environnement de chaque famille. Champ induit et constante d'écran. D'accord? Alors, voyons. Plutôt, je reviens ici. Donc, je vais réexpliquer ça. Cette famille bleue, il apparaît là. Cette famille rouge, il apparaît vers 2. Pourquoi? Parce que l'environnement est différent. Parce qu'il y a deux constantes d'écran différentes. En quelque sorte, je peux vous dire que c'est très simple. Ce carbone-là, cet oxygène-là, vont créer un champ ici. Parce que ce carbone, le carbone 13 ici, on a dit que le carbone 13, son spin est 1,5. L'oxygène 17, son spin, c'est 5,5. Ils vont créer un champ, parce que à cette distance, c'est des angstroms. Donc ça, le noyau de cet atome et le noyau de carbone vont chacun créer un petit champ induit au niveau de cette famille bleue. Le carbone sp2, le carbone 13 et le carbone sp3 vont créer un petit champ sur la famille. N'oubliez pas que la distance est tellement petite. Donc il y a le carbone 13, je répète, le carbone 13 ici et le carbone 13 ici vont créer un champ induit au niveau là. Donc en plus du champ magnétique, de cette famille, le champ magnétique des noyaux de cet hydrogène, c'est le spin, il y a aussi un champ créé par les voisins, un champ créé parce que ce sont des petits aimants. Là, il y a un champ créé sur un champ magnétique induit, c'est ce qu'on appelle un champ magnétique induit, c'est le champ magnétique créé par les voisins sur les hydrogènes à côté. Eh bien, est-ce que ce champ magnétique va être opposé ou avec le champ externe? Non, il va s'opposer au champ externe. Pourquoi? Parce que ces spins-là sont stables. Vous leur appliquez un champ très fort, d'accord? Vous leur appliquez un champ très fort. Vous allez les déstabiliser. Vous allez les faire passer d'un état alpha vers un état bêta. Vous allez exciter. Donc, les voisins vont s'associer pour s'opposer à ce champ externe. C'est ce qu'on va voir dans cette image-là. Regardez. Ça, c'est le champ externe. D'accord? Les voisins créent un champ opposé. Ces voisins sont gentils, si je peux dire ça, parce qu'ils vont aider les hydrogènes à s'opposer. Donc c'est un champ induit dans le sens, regardez le sens, c'est opposé au champ. Donc l'environnement de chaque noyau d'hydrogène, l'environnement de chaque noyau constitue un écran devant le champ magnétique appliqué. Vous appliquez un champ magnétique, les voisins, vous et les voisins, vous allez vous associer pour s'opposer à ce champ. Donc le noyau est protégé par son entourage électronique. Le noyau est protégé par son entourage électronique, par ses voisins, que ce soit l'oxygène, que ce soit le carbone, c'est bien ça. C'est comme des voisins, je dirais, macromoléculaires qui sommes nous. Si vous avez de bons amis, ils vont vous protéger de tout ennemi externe. Ici, le noyau est protégé de l'atome d'hydrogène. Je reviens ici sur cette diapo. Ces atomes d'hydrogène bleu sont protégés par leurs voisins, qui sont quoi? Qui sont le carbone et l'oxygène. C'est quoi cette protection? C'est qu'ils créent un champ pour s'opposer à H0. Pour cette famille, ils sont protégés par qui? Ils vont être protégés, ils vont essayer d'être protégés par qui? Par ce carbone et par le carbone sp2.
D'accord? Donc, c'est ce qui est écrit là. Le noyau, c'est le noyau d'hydrogène, c'est le spin de l'hydrogène, va être protégé par son environnement électronique. Regardez. Donc, le champ induit, HI, H, c'est le champ induit pour un noyau I, égale à sigma I fois H0, avec un moins. Pourquoi le moins? Parce que, comme je dis, ils vont être protégés. Les noyaux, le noyau, les voisins vont créer un champ, regardez, négatif, un signe moins, sans s'opposer à H0. Sigma I, c'est quoi? Sigma I, c'est la constante d'écran. C'est la constante d'écran des voisins. Donc, plus le champ est très fort, d'accord, plus l'opposition va être très forte, mais en signe négatif. En signe négatif. Ça, c'est le champ induit, c'est le champ créé par les voisins d'un atome d'hydrogène pour s'opposer au champ externe. Je répète, HI, c'est un petit champ magnétique créé par les atomes voisins pour s'opposer au champ externe H0 que vous voulez appliquer sur une famille d'hydrogène ou sur un hydrogène. Et ça dépend de la constante d'écran, ça dépend des voisins. Sigma I dépend de la densité électronique autour du noyau I. Sigma I dépend de la densité électronique autour du noyau I. Je reviens à la diapo précédente. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que cet oxygène est électronégatif. Il va tirer les charges négatives vers lui. Donc ces hydrogènes vont perdre en charge négative. Bleu, les bleus. Les rouges. Le carbone sp2 a un effet inductif attracteur lui aussi, mais moins fort que l'oxygène. Donc les hydrogènes rouges vont avoir aussi quelques charges de négatives perdues, mais moins que les bleus. Qu'est-ce qu'il y a de plus acide, les rouges ou les bleus? Non, ce sont les bleus. Ce sont les bleus qui sont les plus acides. Donc ils n'ont pas de charge négative, comme ils ont un petit peu les charges positives. La charge négative ici est faible. Donc si la charge négative est faible ici, c'est que la constante d'écran est faible. Si la constante d'écran est faible, d'accord, c'est que vous aurez un déplacement chimique fort, vous aurez une valeur de delta forte. Si la constante d'écran est forte, vous aurez une valeur du champ plus faible. Regardez, donc le déplacement chimique varie dans ce sens, mais le champ varie dans le sens inverse, on y arrivera. Alors ici, ces hydrogènes, ils n'ont pas perdu beaucoup de charges négatives. Ils ont plus de charges négatives que ces bleus. Ces hydrogènes rouges ont plus de charges négatives que les bleus. Donc la densité de charge négative ici est plus grande que sur les bleus. Si la densité de charge négative est grande par rapport au bleu, donc la densité de charge négative est grande, c'est que la constante d'écran serait grande. Si la constante d'écran serait grande, le champ va être fort et le déplacement chimique va être petit. Je peux vous dire dès maintenant que delta varie de gauche à droite, mais le champ varie delta varie de la droite, augmente de droite à gauche, mais le champ varie en sens inverse. On le verra par la suite. Donc, sigma I dépend de la densité électronique autour d'un noyau. Alors, regardez ici, s'il vous plaît. Vous avez, pour un noyau I, il n'est pas soumis à H0. Non. Il est soumis à H0, regardez, moins HI. D'accord? C'est le champ local réel, ce n'est pas H0 de l'aimant, c'est H0 moins ce que créent les voisins. Qu'est-ce que créent les voisins? Moins sigma I fois H0, c'est ce que vous avez dans cette expression. Moins le champ HI. D'accord? Alors vous avez HI réel, le champ magnétique induit égale à H0 facteur de 1 moins sigma I, ou bien H0 moins sigma I fois H0. Bon, on sait que la fréquence de résonance, rappelez-vous de la fréquence de Larmor, que la fréquence nécessaire pour exciter un spin I, d'accord,
la fréquence H nu I. Donc la fréquence nu I égale à gamma HI. Rappelez-vous bien, on avait écrit H0 ici. Rappelez-vous bien. Ce n'est pas H0. C'est H0 moins sigma I fois H0. Regardez. Donc ce n'est avant, dans l'expression de l'une des diapos qu'on avait auparavant, on avait dit nu I égale à gamma H0 sur 2pi. Alors H0, ce n'est pas H0, ce n'est pas le champ de l'aimant, c'est le champ de l'aimant moins le petit champ induit qui est quoi? Qui est moins sigma I fois H0. Donc là, la relation de l'Armor devient non pas nu I gamma H0 sur 2pi, mais nu I égale à gamma H0 facteur de 1 moins sigma I. Car ce n'est pas H0 qui est appliqué, c'est H0 moins H0 fois sigma I. Donc plus la constante d'écran est grande, le champ nécessaire à la résonance sera élevé. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Plus la constante d'écran est grande, sigma, c'est-à-dire les charges négatives sont grandes, donc les gens s'associent, les protons s'associent avec le proton qui va être, donc, auquel on va exciter le spin, plus le champ nécessaire sera grand. D'accord? C'est ce qu'on va voir ici. C'est de là que vient la valeur, les positions de delta. Toujours le même stère pour ne pas multiplier les exemples. Ça, la densité électronique ici, négative, est faible parce qu'elle est à côté de l'oxygène. La densité électronique, les charges négatives ici sont faibles. Donc la constante d'écran est faible. Il apparaît là. Le champ varie dans ce sens. La densité de charge négative ici est plus importante que celle du bleu, parce qu'il est à côté d'un carbone sp2. Le carbone sp2 est moins électronégatif que l'oxygène. Donc la densité de charge négative sur les hydrogènes rouges, la densité de charge négative est grande. Donc une constante d'écran grande. Si la constante d'écran est grande, c'est qu'il faut un champ fort. Le champ fort ici, ça c'est les hydrogènes rouges. Eh bien, le champ varie, on dit, le champ magnétique augmente de gauche vers la droite. De gauche vers la droite. Donc plus la densité de charge négative est grande, plus sigma, la constante d'écran est grande, plus le champ est fort. Et vice versa. Plus les hydrogènes sont acides, plus leur déplacement chimique est fort, est grand, pardon, leur delta est grand. Regardez, c'est 3,6. Là, c'est pratiquement 2, parce que là, c'est la constante d'écran. La constante d'écran ici est grande. D'accord? La constante d'écran est grande, il faut un champ fort, donc un déplacement chimique faible. Ici, la constante d'écran est faible, il faut un champ faible, mais le déplacement chimique est grand. Alors d'où vient ça? On va le voir. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que pour exciter un spin, il faut une fréquence, une énergie, H nu I égale, bon, on a enlevé H bien sûr, nu I faut une fréquence, gamma, c'est la constante gyromagnétique, fois H0 sur 2P, facteur de 1 moins sigma I. Donc la position des différents pics va dépendre tout simplement de sigma I. Plus la constante d'écran est grande, plus bien sûr la position va différer et va être plus ou moins grande. Alors on a parlé tout à l'heure, je reviens vers la diapo, on a parlé d'une référence. Je vous dis, ça c'est la référence choisie. On choisit une référence 0. C'est quoi cette référence qu'on choisit pour calculer les déplacements chimiques? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le TMS. Qu'est-ce que c'est que le TMS? C'est une référence. On choisit le TMS comme référence. C'est comme si, je vous dis, on va classer les étudiants d'une classe. Donc, le premier, c'est celui qui a la première note. Il y a le deuxième, il y a le troisième, le quatrième. Je dis, c'est le quatrième par rapport au premier. Bon, je ne parle pas de notes, mais je parle d'un classement. Donc, un classement, il y a un repère. Il y a un premier, et bien sûr, il y a un deuxième, il y a un dernier. Ici, on choisit la référence qui est le tétraméthylsilane. C'est cette molécule-là. Le tétraméthylsilane. 4-méthyl, d'accord, il y a un silicium. Voilà. Alors, on a choisi cette référence, pourquoi?
Alors, je vais vous montrer comment on fait l'échantillon avec cette référence, comment cette référence est utilisée, et d'abord pourquoi son choix. Son choix est basé sur le fait que il est soluble dans tous les solvants organiques. Rappelez-vous bien que les solvants qu'on va utiliser, ce sont des solvants organiques, mais qui ne contiennent pas d'hydrogène. Ce sont des solvants deutériques. Il y a du deutérium, pas d'hydrogène dans les solvants, parce qu'on va analyser l'ARMN du proton. On va analyser l'ARMN du proton, donc pas de proton dans les solvants. Il est inerte chimiquement, ce TMS. Il ne réagit pas ni avec le produit, ni avec le solvant. Il y a 12 protons équivalents. 3, 3, 3. Combien de familles d'hydrogène ici? Une seule famille. Mais 12 hydrogènes. Tous équivalents. C'est ce que vous avez là. Schématisé, le tétraméthylsilane. Ça, c'est le silicium. C'est un métal. J'ai dit bien, c'est un métal. Alors, quel est le plus électronégatif? Le carbone ou le métal? Quel est le plus électronégatif? Je pose la question. 2 secondes. Le plus électronégatif, c'est le carbone. Alors, si le carbone est plus électronégatif, qu'est-ce qu'il fait? Il va tirer les charges. Ce carbone, ou celui-là, ou celui-là, les 4 carbones tirent. Donc, ce carbone-là est chargé négativement. Si ce carbone est chargé négativement, c'est que ces hydrogènes vont être aussi un peu chargés négativement. Ils vont profiter de la charge négative sur le carbone pour gagner un peu de charge négative. Donc les hydrogènes qui sont là, les hydrogènes qui sont là, les hydrogènes qui sont là, et les hydrogènes qui sont là, les 12 hydrogènes vont être chargés négativement. S'ils sont chargés négativement, c'est que la constante d'écran va être grande. Si la constante d'écran est grande, ils vont avoir un déplacement chimique faible ou un champ fort, comme vous voulez. C'est pour cela qu'on le choisit 0. Donc, parce que je suis persuadé que plusieurs parmi vous vont se dire pourquoi monsieur ne pas remplacer le silicium par le carbone? Si je mets le carbone, ça sera le myopentyl. Donc, j'aurai toujours 12 hydrogènes équivalents. C'est un produit organique. Est-ce qu'il est inerte chimiquement? Reste à savoir. Mais j'aurai toujours 12 hydrogènes équivalents. Mais les 12 hydrogènes équivalents ne seront pas chargés négativement. Alors qu'ici, lié au silicium, le silicium, comme tous les métaux, le silicium, l'aluminium, le lithium, le calcium, le cobalt, tout, le sodium sont plus électropositifs. Le carbone est plus électronégatif. Je répète, le carbone plus électronégatif. La charge négative est riche à ce niveau-là parce qu'il va tirer. Les hydrogènes deviennent chargés négativement. Et bien, si les hydrogènes deviennent chargés négativement, je répète encore une fois, la constante d'écran va être grande, la constante d'écran va être grande, et donc le champ qu'il faut appliquer pour exciter doit être grand, car il y a une vraie opposition. Voilà pourquoi on choisit le TMS comme référence. Alors, donc le déplacement chimique devient, regardez, pour un noyau I, pour un hydrogène I, d'une molécule quelconque de mon échantillon, d'accord, le déplacement chimique égale la constante d'écran de la référence moins sigma I. Alors vous allez me dire, monsieur, pourquoi vous placez sigma référence moins sigma I? Car, on a dit tout à l'heure, les hydrogènes de la référence, je reviens, les hydrogènes qui sont là sont chargés négativement. S'ils sont chargés négativement, c'est que leur constante d'écran va être très grande. Par rapport à quoi? Par rapport à la constante d'écran sur une molécule quelconque, comme celle qui sont là. La constante d'écran ici est faible. La constante d'écran ici est faible. Par rapport à quoi? Par rapport à la constante d'écran qui sont là. Parce que ces hydrogènes, comme je vous ai dit, les 12 hydrogènes, 3 là, 3 là, 3 là et 3 là, sont chargés négatifs. C'est l'une des familles d'hydrogènes qui sont très nombreux et qui sont chargés négativement. C'est très important. Donc, le déplacement chimique égale à la constante d'écran de la référence, c'est pour avoir une valeur positive, moins la constante d'écran de la référence. Alors, une question. Pour exciter les spins de ces hydrogènes, c'est là. Est-ce qu'il faut un champ magnétique ou non? Le spin de ces hydrogènes, oui, il faut un champ magnétique pour exciter les spins de chacun des 12 hydrogènes qui sont là.
Est-ce que ce champ sera fort ou sera faible? Il sera fort. Pourquoi il faut un champ fort? Parce que la constante d'écran ici est trop forte. Parce que les hydrogènes sont chargés négativement. Ils sont blindés. Blindés. Je dis bien blindés. En charge négative. Donc la constante d'écran forte. Donc le champ devrait être très fort. Regardez ce que ça donne. Donc pour exciter les hydrogènes de la référence, il faut un champ magnétique. Ça c'est le champ magnétique. C'est pas l'hydrogène, c'est le champ magnétique pour exciter les hydrogènes de la référence. Le champ magnétique pour exciter les hydrogènes de la référence égale à quoi? H0 de l'aimant moins la constante d'écran des hydrogènes de la référence fois H0. C'est ce qu'on a vu auparavant. D'accord? Regardez, je répète. Le champ magnétique pour exciter les hydrogènes de la référence égale au champ magnétique de l'aimant moins la constante d'écran de la référence des hydrogènes. On a dit tout à l'heure, ils sont chargés négatifs fois H0. Donc la constante d'écran de la référence égale H0 moins H référence sur H0. C'est quoi H0? C'est le champ de l'aimant. C'est quoi H référence? C'est le champ qu'il faut, c'est vous qui réglez, c'est vous réglez ça, c'est le champ qu'il faut pour exciter le spin du tétraméthylsilane de la référence, qui est le tétraméthylsilane. D'un autre côté, pour un atome I, un hydrogène I, il faut un champ magnétique. Ça, c'est le champ magnétique. H, c'est le champ magnétique. Il ne faut pas confondre H magnétique, le champ H magnétique avec l'hydrogène. Ça, c'est le champ magnétique pour exciter le spin I d'un atome d'hydrogène dans une autre molécule autre que la référence. Autre que la référence. Ça, c'est pour la référence. Ça, c'est pour un hydrogène I d'une molécule I. Donc, c'est quoi? C'est toujours H0. Parce que l'échantillon, vous le placez aussi bien que la référence. On va voir tout à l'heure comment ça se prépare. On place l'échantillon dans l'aimant. Donc, pour exciter le spin I d'une molécule, il faut un champ égal à quoi? Égal à H0, c'est celui de l'aimant. Le voilà, c'est le même ici. Mais cette fois-ci, moins la constante d'écran de l'hydrogène I fois H0. Qu'est-ce qui a changé de cette équation à celle-là? C'est la constante d'écran. Ça, c'est la constante d'écran des hydrogènes de la référence. C'est la constante d'écran, d'accord, des atomes voisinants au niveau du proton que vous étudiez. Donc, vous obtenez sigma I égale H0 moins HI sur H0. Ça, c'est la constante d'écran de la référence. Ça, c'est la constante d'écran. Ça, c'est la constante d'écran des hydrogènes de la référence. Ça, c'est la constante d'écran d'un atome, d'un hydrogène et d'une molécule. Qu'est-ce qui a changé? Le champ nécessaire à exciter les spins de la référence, le champ nécessaire à exciter le spin d'un hydrogène I. Donc, vous avez ce déplacement chimique qui est là. Sigma référence moins sigma I devient delta I. Vous remplacez sigma référence et sigma I par leurs expressions. Ça devient HI. Donc, pour le déplacement chimique, delta, la position du signal de l'hydrogène I, ça s'appelle le déplacement chimique. La position de I égale HI, le champ magnétique nécessaire pour exciter le spin I, moins le champ magnétique pour exciter le spin de la référence sur H0. Comme nu I égale gamma HI sur 2pi, donc HI en petit, on peut le sortir, vous aurez, cette équation devient en fonction des fréquences, là, le déplacement chimique delta du proton I dans une molécule égale à la fréquence qu'il faut pour exciter le spin I moins la fréquence pour exciter le spin de la référence sur nu0. C'est quoi nu0? C'est la fréquence de l'appareil. Rappelez-vous bien tout à l'heure dans les images que je vous ai montrées de l'aimant, vous avez vu un 500. Donc ici c'est 500 MHz, la fréquence de l'appareil, c'est 1 MHz. Vous avez 500 MHz, 600 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1000 MHz, c'est un giga. D'accord? Donc le déplacement chimique, c'est quoi? Par rapport à une référence, c'est la fréquence nécessaire pour exciter le I, l'hydrogène I,
moins la fréquence nécessaire pour exciter les hydrogènes de la référence sur la fréquence de l'appareil. Donc, regardez ici, c'est ce qu'on va voir dans cette valeur ici, qu'on a vu tout à l'heure, excusez-moi, pardon, cette valeur ici est toujours très petite. Nu i moins mu référence sur nu 0, quand les gens ont fait les calculs, ils ont trouvé des valeurs trop petites. C'est de l'ordre de 0,40 après la virgule. 5 0 après la virgule. 0,00002, 0,0003, 0,008. Donc c'est des valeurs très petites. Et donc on est passé à une échelle. Donc comme je dis, le delta I est de l'ordre d'un millionième. Un millionième, c'est-à-dire 0,50 après la virgule. Delta est trop faible. Et donc, par commodité, pour éviter les chiffres après la virgule, 5 0 après la virgule, ou 4 0 après la virgule, on va multiplier la valeur qui est là par 10 à la puissance 6. C'est de l'ordre de 0,50 après la virgule. Alors, on dit qu'il est delta par commodité. On va l'exprimer en partie par million. Donc, on va rajouter un 10 à la puissance 6. On va multiplier ce chiffre-là, qui est trop faible, par 1 million. C'est pour cela qu'on appelle le delta, il est exprimé en ppm. C'est en partie P par P, M million, en ppm. Attention, le ppm n'est pas une échelle. N'est pas une échelle. D'accord? Et le delta, il est sans dimension. Vous avez Hertz ici, vous avez Hertz ici, et vous avez Hertz là. Donc, Hertz se simplifie. Donc, le delta est sans dimension. Attention, on peut vous poser un jour une question sur l'unité de delta. Bah, vous allez me dire, l'unité de delta, c'est des ppm. Et alors, le ppm est-elle une échelle? Non, ce n'est pas une échelle internationale. Ce n'est pas comme les kilos, les mètres, les volts, les ampères, tout ça. Le ppm, c'est vraiment une expression en partie par million. Alors, donc, vous avez ici, vous savez que le D6 va se simplifier, car ça c'est en Hertz, ça sera exprimé en Hertz, et celle-là sera exprimée en mégahertz. Méga, c'est quoi? C'est 10 à la puissance 6 Hertz. D'accord? Donc, tout ça revient à écrire, à obtenir des déplacements chimiques. Regardez-les. 1, 2, 3, 4, 5, 5,5, 6, 6,2. Au lieu d'avoir ici, par exemple, 2, si on n'avait pas exprimé le déplacement chimique en partie par million, ben celui-là sera 0,00050 après les virgules, et après il y a le 2. D'accord? Donc, pour simplifier l'écriture et avoir des chiffres entiers et des chiffres lisibles facilement et écrits facilement, on a préféré multiplier ce rapport-là par 10 à la puissance 6, et donc on va exprimer delta en partie par million, qui n'est pas une échelle. Et ben voilà, c'est comme ça que vient la position d'un signal. La position d'un signal, c'est son déplacement chimique. Il est caractérisé par l'environnement. Plus l'environnement est différent, plus les familles sont différentes, plus les signaux vont apparaître à des valeurs de delta différentes les unes des autres. Donc, si vous connaissez la valeur du déplacement chimique d'un signal, on peut identifier quel groupe d'hydrogène sont les signaux qui apparaissent vers 5, ppm vers 12, ppm vers 8, ppm vers 1 ppm. Tout dépend de l'environnement. Et bien, vous voyez ici, une autre remarque qu'il faut exprimer, qu'il faut dire aussi, c'est que le déplacement chimique, il est delta, c'est une propriété de la molécule, il dépend des constantes d'écran, il est indépendant du champ magnétique. Regardez ici, le bromométhane, vous analysez le bromométhane sur un aimant de 1,4 Tesla ou sur un aimant de 2,35 Tesla, c'est-à-dire vous faites votre analyse, regardez s'il vous plaît, ce sont un aimant de 60 mégas, et on a plus sur le marché, 60 mégas. Ou sur un appareil de 100 mégas, là aussi 100 mégas, il n'y en a plus. Alors,
Donc, c'est un appareil de 60 mégas, ça fait facilement 70 millions de centimes. Et celui-là, ça va faire facilement 100 millions de centimes ou 120 millions de centimes. Donc, vous faites votre analyse sur celui-là, sur cet aimant, ou sur celui-là. Regardez, c'est en Tesla, c'est des champs très forts. 2 Tesla, 1,5, 2,35, 1,41, c'est des champs très forts. C'est pour cela qu'on a dit tout à l'heure au début, il faut que vous soyez dépourvu de tout ce qui est métaux. Vous êtes proche d'un champ. Imaginez un aimant de 600 mégas. Ça va être facilement 12 Tesla ou 10 Tesla. D'accord? C'est des champs trop forts. Donc, si vous prenez un 60 mégas ou un 100 mégas, vous allez toujours obtenir la même valeur de déplacement chimique. La même valeur de déplacement chimique. Valeur de delta ne dépend pas de 60 et ne dépend pas de 100. Alors, pourquoi 60 et pourquoi 100? Pourquoi choisir un 400 si c'est la même valeur? Eh bien, tout simplement, plus la fréquence de l'appareil, qui est H0 est grand, plus les signaux seront bien résolus, une bonne résolution, une bonne précision au niveau des signaux. Sinon, les valeurs restent les mêmes, mais attention, vous avez une résolution qui est meilleure pour 100 mégas, beaucoup plus meilleure que celle de 60 mégas. Alors voilà un petit peu, on revient à notre spectre qu'on avait plusieurs fois, celui de cette molécule-là. Regardez s'il vous plaît, combien de familles d'hydrogène? Un par là, il est là, c'est le plus acide. D'accord? Donc la constante d'écran ici est faible. Le déplacement chimique est fort, suivi par ces deux-là, parce qu'ils sont à côté de l'oxygène. Donc la constante d'écran ici est un peu faible par rapport, mais il est quand même significatif. Ils sont là, vers un champ plus fort. Regardez, le champ, il varie dans ce sens. Les 9 sont là vers 1,5 ppm pratiquement. Pourquoi? Parce que la constante d'écran ici est forte. Si la constante d'écran est forte, le déplacement chimique sera faible. Si la constante d'écran est forte, le champ qu'il faut sera fort. Donc, le déplacement chimique varie de droite à gauche, le champ magnétique va varier dans le sens inverse. On va voir ici. Voilà. Le voilà. Donc, c'est ce que j'ai dit. Le déplacement chimique, c'est ça. Regardez, il varie dans ce sens. Et le champ en bleu varie dans le sens inverse. Plus la constante d'écran est forte, plus l'hydrogène est blindé. Je dis bien blindé. Blindé. Plus la constante d'écran est faible, plus l'hydrogène est déblindé. S'il est blindé, il me faut un champ fort, car la constante d'écran est forte. S'il est déblindé, regardez ici, déblindé, eh bien, le champ qu'il faut sera faible. Regardez, le champ augmente de gauche à droite. Le déplacement chimique en sens inverse. Le TMS est choisi comme étant l'origine. Donc, plus les hydrogènes sont blindés, qu'est-ce que c'est qu'un hydrogène blindé? C'est un hydrogène basique. Basique, si le terme est correct, il n'est pas chargé positivement. Qu'est-ce que c'est qu'un hydrogène déblindé? Déblindé, c'est un hydrogène qui est chargé positif. Donc, qu'est-ce qui blinde ou qu'est-ce qui déblinde? C'est la charge. Plus la charge négative est faible, donc l'hydrogène acide, plus la constante d'écran est faible, et donc le champ sera faible. Plus les hydrogènes sont chargés négativement, comme ceux du TMS, rappelez-vous bien, qu'est-ce qu'on a du TMS? Les hydrogènes du TMS sont chargés négativement, car ils sont liés à un silicium qui est électropositif. Le carbone se charge négativement, donc les hydrogènes de cette molécule sont chargés négatifs. S'ils sont chargés négatifs, il leur faut un champ très fort. Regardez, tac, et on l'a pris comme 0. C'est nous qui l'avons choisi comme 0. D'accord? Donc, c'est ce qu'il dit là. Si le signal sort à un champ voisin de celui du TMS, donc un champ fort. Donc, lorsqu'on est voisin du TMS, le champ est fort. On dit que l'hydrogène est blindé. On dit qu'il y a un blindage. Signal blindé ou les hydrogènes blindés, et vice versa. D'accord? Voilà. Merci.